Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente car je filme une vidéo que plusieurs d'entre vous m'ont demandé et que en plus j'avais très envie de faire depuis le tout début de ma chaîne pour être honnête avec vous. Il va s'agir de ma première vidéo concernant mes recommandations de livres qui se passent en Écosse. Je dis première, à la base je voulais en faire une seule et en fait quand j'ai commencé à préparer ma liste de livres, je me suis rendu compte que ça serait beaucoup trop long de le faire en une seule fois. Donc j'ai coupé en deux. Là aujourd'hui on va faire la vidéo qui concerne tous les romans qui ne sont pas des thrillers et ensuite on fera plus tard une vidéo avec les thrillers, ce qui tombe bien parce qu'il y a plusieurs romans policiers slash romans noirs slash thrillers que j'aimerais lire avant de savoir si je les inclus ou pas dans mes recommandations. Donc bah écoutez, ça tombe bien. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, on va parler de tout ce qui n'est pas des thrillers. Donc j'ai des fictions historiques, c'est ce que j'ai le plus. J'ai aussi de la romance et ensuite un petit peu de fantasy et de contemporain. Allez, on commence tout de suite, on va pas trop traîner. Comme je vous le disais, ce que j'ai en plus grand nombre, ce sont les fictions historiques. Et le premier est Witchlight de Susan Fletcher. Ici, on est sur une fiction historique qui se passe dans les Highlands, donc dans la région du centre de l'Écosse, qui est une région un peu sauvage, là où il y a des montagnes, des grandes étendues, des lacs, etc. C'est un peu le cliché qu'on a de l'Écosse en général. Et on se trouve en 1692, c'est-à-dire en pleine époque de la chasse aux sorcières. Et on va suivre Corac, une jeune fille qui vit toute seule dans les Highlands, qui s'est cachée dans une région complètement perdue, à proximité de Glencoe. Glencoe, c'est un petit village qui est un peu un des symboles des Highlands parce que c'est de là qu'on peut partir pour faire beaucoup de randonnées et c'est vraiment perdu au cœur de la région, donc c'est très connu pour ça. Et elle, en fait, elle vit toute seule depuis très longtemps parce que sa mère avait été tuée, elle avait été accusée de sorcellerie et elle avait été tuée. Et donc Korak s'est cachée, elle vit vraiment en plein milieu de la nature, elle vit grâce à la nature, elle se nourrit de ses cueillettes et de ce qu'elle peut trouver. Et elle est aussi un peu perçue comme une sorcière, mais elle va rencontrer des hommes du clan. C'est de quel clan qu'il s'agit déjà? Pop, pop, pop. Je sais plus de quel clan il s'agit. Elle va rencontrer des hommes d'un clan qui vivent à Glencoe, elle va un peu se lier d'amitié, elle va pas non plus aller vivre avec eux, mais elle va se lier d'amitié avec eux en tout cas, notamment avec un. Sauf que en fait ce qui va se passer c'est qu'elle va assister au massacre de ce clan qui est en fait le clan qui a été massacré dans ce qu'on a appelé plus tard le massacre de Glencoe, qui est un des symboles de la fin de la culture clanique et, surtout du déclin de la culture des Highlands en général, de la culture écossaise. C'est donc un clan qui a été massacré en fait pour avoir refusé de se plier à la domination anglaise, et ce qui s'était passé c'est que le chef de clan avait accepté de se plier, sauf que par un truchement de circonstances dont je ne vous explique pas tout, il va arriver en retard et ça sera vu comme un signe de défiance et donc ils seront tous tués. C'est pas un spoiler, ça c'est un fait historique, hein, ça s'est réellement passé et en plus c'est rappelé dans le texte, donc on sait déjà d'entrée, du tout début, qu'ils vont tous mourir, et en fait on va suivre sous forme de flashback l'histoire de Korak, et ça va être raconté par Charles Leslie, qui est je crois un pasteur qui vient d'Irlande et qui a été en fait envoyé là pour un petit peu enquêter sur ce qui s'est passé à Glencoe et faire son rapport, je crois, à l'église, ou en tout cas servir un peu d'arbitre impartial. Et donc, grâce à ces interrogatoires de Korak, il va avoir d'une part l'histoire de sa vie à elle et sa version du massacre. C'est très très touchant, c'est vraiment plein d'émotions, c'est très bien écrit, on s'y croit vraiment. Un endroit qui est décrit de nombreuses fois dans ce livre, c'est ce qu'on appelle la vallée perdue de Glencoe, et également les Three Sisters, qui sont trois pics montagneux côte à côte à Glencoe. On est allé, mon chéri et moi, au mois de mai à Glencoe, on a fait un road trip qui nous a un peu baladé un peu partout dans les Highlands, et notamment on est retourné, parce qu'on y était allé il y a plusieurs années, aux Three Sisters, et je dois dire que, ayant lu ce livre l'année dernière, c'est un endroit qui m'a beaucoup touchée, qui m'a rempli de beaucoup d'émotions. Je vous laisserai comprendre, si ce livre vous intéresse, pourquoi celui a de l'importance. Mais sachez que c'est vraiment un livre très touchant, on n'en ressort pas indemne. Le titre en français, c'est Un bûcher sous la neige, donc ça donne quand même bien le ton de ce livre. C'est une fiction historique certes, mais c'est avant tout une histoire de femme, une histoire d'amour aussi vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'Écosse qui l'entoure, etc. Et une histoire de la cruauté des hommes et de ce que les convictions religieuses et politiques peuvent pousser à faire, mais je vous le conseille vivement, vraiment, je l'avais lu très rapidement moi l'année dernière, il est pas très long.
Il fait 350 pages. C'est pas pour les débutants le niveau d'anglais, donc si vous avez un petit peu peur, tournez-vous vers la version française. Mais si vous avez déjà lu quelques romans en anglais, ça ira, c'est écrit très simplement parce que Korak est présentée comme une jeune femme qui n'a aucune éducation et clairement, en fait, le pasteur, Charles Leslie, est censé avoir retranscrit ses paroles telles quelles, donc c'est vraiment écrit très très simplement, c'est comme une histoire qu'on vous raconte. Il n'y a pas franchement de structure complexe, c'est juste que des fois il y aura des choses un petit peu datées et aussi pas mal de tournures quand même un peu poétiques. Quand elle décrit la nature, ça peut avoir l'air même carrément très onirique par certains côtés. Mais je vous le recommande vivement, sachez simplement que vaut mieux avoir le cœur bien accroché parce que, je vous le dis encore une fois, on n'en ressort pas indemne de ce roman. Mais si vous vous intéressez un petit peu à la littérature qui traite du féminisme et de la chasse aux sorcières à travers l'histoire, sachez que ça c'est vraiment un incontournable, je vous le recommande très très chaudement. Ensuite, toujours dans les fictions historiques, deux livres que je vous présente ensemble. Nous avons Women of the Dunes et The House Between Tides, tous les deux de Sarah Maine. Alors, si je vous les présente ensemble, c'est parce que, évidemment, c'est la même autrice, mais aussi et surtout parce qu'ils ont énormément de similitudes. Heureusement, moi, je les ai lus avec un an d'écart, parce que je pense que si je les avais lus l'un à la suite de l'autre, je me serais ennuyée dans le deuxième. Je vous explique tout de suite pourquoi. Dans les deux cas, on va suivre des histoires de femmes à travers l'histoire, et en fait, le pitch de départ est simple. On a une jeune femme qui vient de Londres, ou en tout cas de la ville, et qui décide un peu de tout plaquer pour aller sur une île complètement perdue dans les Hébrides, donc sur la côte ouest de l'Écosse, et qui va se retrouver impliquée d'une manière ou d'une autre dans un projet de fouille archéologique. Dans un cas c'est son choix, dans un autre cas c'est pas son choix, mais voilà, le pitch de base c'est ça. Et ce qu'elles vont retrouver à chaque fois, c'est le corps de quelqu'un qui va mener à des grandes questions, des fois sur la généalogie de la fille en question et des fois sur d'autres personnages, mais on est toujours sur ce schéma de secret de famille. Dans un cas, on remonte très loin, dans celui-là, on remonte vraiment très très loin dans l'histoire, dans celui-là, un peu moins, mais voilà, sachez que c'est vraiment ça le pitch de base. C'est très très bien écrit, les personnages sont très attachants, ça n'a pas été des coups de cœur ces deux-là, mais ça reste d'excellentes lectures. Les paysages des Hébrides sont vraiment bien décrits, on sent le côté très isolé, le côté battu par les vents, mais à la fois le côté impressionnant, le côté qui nous fait nous sentir tout petits, c'est vraiment très bien retranscrit j'ai trouvé, et le côté historique aussi est intéressant. C'est pas très très creusé, mais à chaque fois il y a quand même des aspects de la culture écossaise qui sont mis en avant, et c'est plutôt sympa. À savoir aussi que, alors dans celui-là c'est sûr, dans celui-là je sais plus, mais dans celui-là c'est sûr, on traite aussi un petit peu des relations avec le Canada dans l'histoire, dans la mesure où l'autrice est canadienne je crois à la base, et donc on va traiter de ce qu'on a appelé les purges, c'est-à-dire qu'il y a une période dans l'histoire où, dans les Hébrides notamment, les propriétaires terriens se sont rendus compte que ça leur rapportait plus de donner leur champ par exemple pour que des moutons soient élevés, plutôt que de garder des locataires qui étaient là pour de l'agriculture de survie, de la petite agriculture entre guillemets, et donc de nombreux petits fermiers et petits cultivateurs se sont retrouvés expulsés des Hébrides et en partie sont partis au Canada, donc voilà, il y a un peu ce chapitre de l'Écosse qui est pas forcément très reluisant, qui apparaît un peu en toile de fond, et comme je vous le dis là, ça remonte plus loin, on va aussi un peu aux origines de la culture écossaise et même irlandaise sur certains aspects. C'est vraiment très très chouette. Je crois que celui-là a été traduit, mais pas celui-là. Je vous le remettrai de toute façon en bas de l'écran et en barre d'infos. Mais si vous voulez de la bonne fiction historique avec encore une fois des femmes au cœur de l'intrigue, je vous les recommande très vivement. C'est vraiment de superbes lectures. La dernière fiction historique dont je voulais vous parler, si je l'ai mise en dernier dans cette catégorie, c'est parce que là on sort un peu du cadre de l'Écosse à proprement parler. Il s'agit de The Moon Sister, qui est le tome 4 des 7 sœurs de Lucinda O'Reilly. Pourquoi je vous dis qu'on sort de l'Écosse à proprement parler? Parce que là, clairement, on est en Écosse que pour le début du roman. On se trouve dans les Highlands, encore une fois. On se trouve dans la région de Inverness. Et on va suivre Tiggy, qui est donc la quatrième sœur, qui va trouver un emploi en tant que soigneuse dans les terres d'un clan. En fait, le chef de clan va l'employer pour... il veut transformer ses terres en une espèce de réserve
de complexe hôtelier mais de luxe et très tourné vers la nature, et il l'emploie pour s'occuper notamment des chats sauvages qui sont une espèce en voie de disparition en Écosse. Et c'est ensuite, donc ça c'est la partie présent, et pour la partie passé, vu que dans Les Sept Sœurs on est toujours sur un jeu passé-présent, et bien là on va plutôt être en Andalousie et aux États-Unis, donc c'est pour ça que je vous dis que l'Écosse est pas au cœur du roman, mais la première partie du roman est quand même très très intéressante. J'ai adoré découvrir l'univers du clan Kenneth. Le chef de clan dont il est question s'appelle Lord Kenneth. Je sais plus si c'est un chef de clan ou simplement un noble, mais bref, voilà, quelqu'un qui a un titre et qui a de l'argent, on s'en moque. Et c'était très très chouette, j'adore Les Sept Sœurs. Bizarrement celui-là c'est celui peut-être que j'aime le moins, mais parce que je me suis pas franchement attachée à Tiggy ni à l'histoire de son passé, mais ça reste une très très bonne lecture. J'aime énormément Les Sept Sœurs, c'est juste que celui-là est légèrement en dessous des autres. Et comme je vous le dis, l'Écosse a quand même son rôle à jouer, donc je me suis dit que je le mettrais dans cette sélection au cas où vous ne saviez pas qu'il était question d'Écosse dans Les Sept Sœurs. Un autre livre que je vous ai pas sorti et que je vous mentionne en 2 secondes, si je ne l'ai pas mis dans cette catégorie, c'est parce qu'il ne se passe pas en Écosse, mais il a été simplement écrit par un auteur écossais. Il s'agit de Atonement de Ian McEwan. Je ne peux pas m'empêcher de parler de ce livre. C'est un de mes romans préférés. Ian McEwan est un des plus grands auteurs écossais, c'est pour ça que je vous en parle aussi très rapidement. Pour vous rappeler brièvement le pitch, si vous ne connaissez pas le livre, on va suivre une famille à l'aube et durant la Seconde Guerre mondiale et également après la Seconde Guerre mondiale. Une famille anglaise, une famille issue de la bourgeoisie, et on va suivre notamment l'histoire entre l'aîné de la famille et le jardinier qui travaille pour la famille, qui sont tombés amoureux et qui vont être déchirés par un événement qui va se produire juste avant la guerre. Et on va suivre également la petite sœur qui est un peu la narratrice de l'histoire. C'est un de mes romans préférés, je le redis. Donc si vous voulez lire de la littérature écossaise mais qui se passe pas forcément en Écosse, sachez que Atonement c'est une valeur sûre et que à mon avis, là encore, vous en ressortirez pas la même personne après avoir lu ce livre, je ne vous dis que ça. On change de genre, on a fini les fictions historiques, on passe à la romance. J'ai 2 romances à vous présenter. Il s'agit du premier tome des McCoy de Alexiane Thiel. Là encore, on est avec des clans, comme quoi c'est un thème récurrent dans cette sélection. En fait, on est sur de la romance pure et dure, hein, c'est publié par Hugo. On va suivre dans les 2 premiers tomes Phèdre, qui est une jeune femme qui a grandi en France et qui va chercher un emploi à Édimbourg pour en apprendre un peu plus sur son père, qui lui était écossais, et qui a disparu de sa vie et de celle de sa mère des années auparavant. Et elle voudrait savoir en fait un peu qui il était et apprendre exactement ce qui s'est passé. Sauf que elle va se retrouver mêlée à des histoires dans un bar et un homme va prendre sa défense, et cet homme c'est un chef de clan, mais d'un un clan un petit peu sans importance, un peu mis à l'écart, qui a un statut très particulier, vous verrez pourquoi. Et il va décider, ou disons que c'est la règle, il va ne pas avoir le choix, il va être obligé de la prendre comme pupille, c'est-à-dire qu'elle va venir vivre avec lui pour qu'il puisse la protéger et réellement toujours avoir un œil sur elle. C'est comme ça, il a décidé de sauver son honneur, maintenant il n'a plus le choix, il faut qu'il s'en occupe. Et vous vous en doutez, on est chez Hugo, donc il va y avoir de la romance. Les 2 premiers tomes sont sur eux. Ensuite, le 3e tome que j'ai eu très récemment et dont je vous ai parlé dans un de mes derniers avis lecture, on va suivre le bras droit du laird, parce que c'est comme ça qu'on dit un lord en Écosse, c'est un laird. Et on va suivre également la petite sœur du laird, donc une nouvelle romance. Et ensuite le tome 4 qui est sorti la semaine dernière, on suit un 4e couple. C'est une saga remplie d'action. Il n'y a pas énormément de passages avec de la romance au sens olé olé, mais il y en a quand même un peu, mais si c'est pas quelque chose que vous aimez particulièrement, je pense pas que ça vous gênera trop. Comme je vous le dis, c'est pas franchement central dans les romans. Il y a beaucoup d'action, il y a pas mal d'humour, c'est très piquant, j'aime beaucoup les personnages féminins dans cette série, elles sont vraiment pleines d'esprit et pleines de finesse, c'est très très drôle de les voir se moquer et surtout ne pas se laisser faire face aux personnages masculins. C'est ancré dans un contexte entre guillemets historique, dans le sens où les clans ont eu une importance indéniable dans l'histoire de l'Écosse. Maintenant, là où c'est de la fiction, c'est que Alexiane Thiel en a vraiment fait une partie centrale du roman. En gros, les clans sont devenus une sorte de mafia qui contrôle l'Écosse et qui sont plus puissants même que le gouvernement. C'est là qui est la part de fiction, mais elle en a fait quelque chose de très crédible, de très cohérent, et moi je suis toujours contente d'y retourner. Pour vous dire, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me procurer le tome 4.
Mais sachez que même si à la base vous n'êtes pas des amateurs de romance, comme moi d'ailleurs, et ben ça, vous pouvez le voir comme une sorte de fiction dans lequel il y a de la romance, mais c'est pas la romance qui est l'intérêt principal de cette série, en tout cas pour moi. Disons que c'est fait de manière très équilibrée et très intelligente, et bah écoutez, si on peut soutenir en plus une plume française, c'est toujours très chouette. C'est ça aussi qui m'avait attirée, c'était de voir le point de vue de quelqu'un de non britannique sur l'Écosse. Et c'était une excellente surprise et je suis toujours très contente de pouvoir y retourner. La deuxième romance dont je voulais vous parler aujourd'hui, je ne l'ai pas aujourd'hui en papier, je vous remettrai la couverture en bas de l'écran bien évidemment. Il s'agit de Au cœur du lore de Marine Gauthier, c'était publié chez MXM Bookmark. Je l'avais lu l'année dernière, c'est un roman très court, je crois qu'il fait même pas 200 pages. En fait, on est sur une romance inspirée de la mythologie écossaise. On va suivre, je crois qu'il y a 3 sœurs en tout, ou 2, qui vivent avec leur père dans un coin perdu des Highlands, encore une fois, quand je vous dis que c'est un peu le cliché en Écosse. Et l'aînée, il me semble qu'elle s'appelle Ishebel, mais je suis pas sûre, va faire une rencontre avec une créature mythologique du folklore écossais, je vous dis pas laquelle. Ça tourne forcément autour du lore, donc autour du lac, donc déjà ça vous donne un indice sur le genre de créature qu'on peut y croiser. Et il va y avoir une romance, mais forcément c'est semé d'embûches, etc. Mais c'était très très chouette, c'est raconté un peu à la manière d'un conte, mais de façon très très moderne. J'ai beaucoup aimé. De ce que je me souviens, la romance au sens moment olé olé était extrêmement réduite, si ce n'est totalement absente. Franchement, c'est pas ça qui m'a marqué. Je crois qu'il y a eu d'autres tomes dans cette série, mais c'est plutôt des tomes compagnons. Je suis pas sûre qu'on suive les mêmes personnages, ou en tout cas pas du tout dans les mêmes circonstances, c'est pas forcément une suite. Mais si vous cherchez donc une romance teintée de folklore écossais, c'était très très chouette, je crois que je l'avais lu en une journée, et ensuite je l'avais donné à ma belle-sœur, c'est pour ça que je l'ai plu. Mais c'était vraiment très sympa, pour un soir d'automne ou un soir d'hiver, vous avez envie de quelque chose d'un petit peu doudou, le côté conte, et ben écoutez, c'est vraiment super, c'est très très agréable à lire. On passe déjà, et vous allez me dire, pouf, enfin, à la dernière catégorie de cette sélection. Là, en fait, ça va être un peu les romans d'hiver. J'avais pas forcément de catégorie pour les classer, donc je les ai rassemblés tous les 3. Le premier, il s'agit de fantastique jeunesse. Il s'agit de City of Ghosts de Victoria Schwab. Victoria Schwab, c'est donc bien évidemment V.E. Schwab. En fait, quand elle écrit pour la jeunesse, elle écrit sous le nom de Victoria, et quand elle écrit pour du YA ou pour des adultes, elle prend le pseudo V.E., enfin les initiales V.E. Ici, on est donc sur du middle grade, peut-être pas jeunesse, mais middle grade, ça ira. Jeune ado, ça passe. On va suivre Cassidy Blake. Sa particularité, en fait, c'est qu'un jour, quand elle était enfant, il lui est arrivé quelque chose. Et depuis, elle peut voir les fantômes, et son meilleur ami d'ailleurs est un fantôme. J'ai plus son nom, mais bref, il la suit partout. Et elle est la seule à pouvoir le voir, en fait, elle est la seule à pouvoir traverser ce qu'on appelle le voile, c'est-à-dire la séparation entre le monde des morts et le monde des vivants. Et ce qui va se passer, c'est que ses parents, ils sont journalistes dans le domaine du paranormal, et ils vont décrocher un contrat pour faire une émission où ils vont aux 4 coins du monde, tourner dans des villes réputées pour justement le paranormal, pour faire une émission un peu façon chasseur de fantômes. Et ils vont décrocher le premier contrat de cette série. Le premier épisode va être tourné à Édimbourg, et donc toute la famille va déménager à Édimbourg, le fantôme y compris, même si les parents ne le savent pas, mais il suit toujours Cassidy. Et en fait, elle s'ennuie un peu, clairement, ça l'intéresse pas franchement l'émission de ses parents, c'est pas quelque chose dont elle est particulièrement fière ou particulièrement friande, et elle va se mettre à explorer toute seule la ville, et forcément Édimbourg est une ville réputée pour être la plus hantée de la planète, ou au moins l'une des plus hantées de la planète, et ça va pas rater, elle va faire des rencontres très, très étrange et très déstabilisante. On va aussi en apprendre plus sur ce qui lui est arrivé et sur pourquoi c'est la seule à voir les fantômes. On va commencer à en découvrir un peu plus aussi sur son meilleur ami fantôme, sur pourquoi il est là. Et ça m'a quand même fait un petit peu frissonner. Alors c'est léger, clairement je suis pas la cible, mais ça reste frissonnant si vous avez envie d'une petite lecture pour Halloween, ou si vos ados cherchent une lecture frissonnante, c'est très très chouette, c'est très sympa. L'ambiance d'Édimbourg, surtout à l'automne ou l'hiver, quand le har, c'est-à-dire
le brouillard qui vient de la mer, en fait, quand il fait chaud en journée et qu'il fait très humide, vous pouvez être sûr que le lendemain matin, on ne voit strictement rien. C'est de la vraie purée de pois qui peut mettre des heures à se lever. Et ça, vraiment, ça a bien retranscrit ça. Cette image qu'on peut avoir d'Édimbourg de cité un peu poisseuse, un peu sale, avec la pierre marron par endroits, la pierre volcanique, et c'est vraiment très très bien retranscrit. En gros, ça fait un peu une ambiance Jack l'Éventreur, mais pour ados, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais passé un super moment, je l'avais lu quand on est rentré, on avait fait un road trip en Écosse, c'était avant d'emménager pour de bon ici en Écosse. On avait fait un road trip et le lendemain, en rentrant en France, je m'étais jetée là-dessus pour rester dans l'ambiance, et vraiment, c'était vraiment ça en fait. J'avais vraiment l'impression de revenir à Édimbourg. J'ai jamais fait les tours, ils proposent des tours des endroits hantés ou sur les fantômes, etc., qui parlent d'exécutions, qui parlent un peu, on a comme un peu des catacombes ici, sous Édimbourg. J'ai jamais fait un de ces tours, mais c'est ce genre d'ambiance que ça m'a rappelé, ou en tout cas que ça m'a évoqué. Et je sais qu'il y a 2 autres tomes, un qui se passe à Paris, dans les catacombes justement, et l'autre qui se passe, il me semble, à Venise, et ce sera avec plaisir que je les lirai, mais forcément je pouvais pas, c'était mon devoir de mettre celui-ci dans cette sélection, et si vous cherchez une lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui soit en plus en rapport avec l'Écosse, celui-là, c'est vraiment celui qu'il faut retenir. La deuxième lecture que je rentre dans cette catégorie un peu fourre-tout, on est sur du contemporain / nature writing. Il s'agit de Sal de Mick Kitson. Je ne l'ai pas avec moi, je vous mettrai la couverture en bas de l'écran. C'est un roman que j'ai lu il y a 2 ans parce que Mick Kitson devait venir dans un festival littéraire à Grenoble, et je me l'étais pris en disant bah tiens, je vais le lire, si ça me plaît je vais le faire dédicacer, et finalement j'avais pas pu y aller. Donc je l'avais lu quand même, et si je l'ai pas gardé, c'est que ça n'avait pas été une excellente lecture pour moi, mais il n'empêche que c'était très chouette, et surtout je voulais vous le recommander si vous cherchez du nature writing sur le thème de l'Écosse, avec quand même un côté un peu sombre, un peu noir. On va suivre 2 sœurs, la plus grande c'est Sal, d'où le titre du livre. Et en fait, on les rencontre, elles sont encore une fois dans les Highlands, et elles sont équipées pour survivre. C'est-à-dire qu'elles ont tout l'équipement. Elles ont la tente, elles ont de quoi se nourrir, elles ont de quoi chasser, elles ont des médicaments, elles ont tout l'équipement au niveau des habits, etc. Vraiment, comme si c'était Bear Grylls, vous savez, comme si elles faisaient une émission de survie en terrain hostile. Et au début, on comprend pas franchement pourquoi elles sont là, et pourquoi je ne l'ai pas mis dans les romans noirs, parce que c'est clairement pas un thriller, il n'y a pas d'enquête, ni etc. Mais on comprend tout de suite que Sal cache un secret très lourd, et qu'elle veut surtout à tout prix protéger sa petite sœur de quelque chose. On comprend qu'elles fuient en fait toutes les deux quelque chose. Donc avancez peut-être un petit peu si vous voulez pas que je vous spoil, mais en attendant je suis obligée de sortir les trigger warnings pour ce livre. Il va être question en fait d'abus sexuels sur des enfants, et c'est ça en fait la thématique, la toile de fond du livre. C'était un peu déstabilisant parce que Sal de premier abord est très très froide, mais en fait on comprend que c'est clairement pour se protéger, également pour protéger sa sœur. Elle veut pas laisser transparaître ses émotions, elle veut pas se laisser submerger surtout par l'énormité de ce qui leur arrive. Elles vont quand même faire des rencontres qui vont leur permettre d'avancer, mais voilà, sachez que c'était un roman très très émouvant, dur à lire parfois, mais le côté nature writing était quand même très très présent, et on se sentait vraiment avec elle en fait. On avait vraiment l'impression d'être perdu et de pas savoir comment s'y prendre pour survivre dans la nature écossaise. Et si vous cherchez du nature writing mais qui soit très très émouvant et qui vous prenne aux tripes, Sal c'est un très bon roman pour ça, et en plus il est très court. Il a été traduit, donc si vous voulez pas vous lancer en anglais, sachez qu'il existe en français. Ça reste très bien écrit, et je vous dis, l'Écosse est vraiment très très bien dépeinte. On en arrive au dernier roman de cette sélection, déjà. Là encore, je l'ai mis en dernier parce qu'on n'est pas à proprement parler en Écosse. Si vous le connaissez, vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi elle l'a mis là? Il s'agit de One Day de David Nicholls. Pourquoi je l'ai mis là dans cette sélection? C'est parce que pour moi, Édimbourg, et notamment Arthur's Seat,
Donc le volcan, si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté en vlog, j'étais allée faire une petite balade avec ma maman il y a quelques semaines. C'est le volcan qui est tout près du centre-ville et pour moi en fait ce volcan a un rôle à jouer à part entière dans One Day. One Day, vous connaissez peut-être le film avec James Sturges et Anne Hathaway. C'est un de mes films préférés, c'est un de mes livres préférés. Et en fait, Édimbourg est le point de départ de leur rencontre parce que c'est là qu'ils vont se connaître à l'université et c'est aussi un peu une toile de fond de plusieurs épisodes de cette histoire, dans la mesure où ici on est sur un roman construit, je crois que c'est épistolaire, ou peut-être pas entièrement épistolaire, mais en gros, chaque année on fait le point à un jour fixe qui est le 15 juillet, et chaque année on va avoir soit sous forme de lettres, soit sous forme de rencontres où on voit les deux personnages, en fait un état des lieux de la vie de Emma et Dexter, qui se sont donc rencontrés à l'université à Édimbourg, et on va les suivre sur, je dirais peut-être une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Je vous le dis, c'est un de mes romans préférés, il me brise le cœur à chaque fois. Le film, pareil, ça fait partie des films, quand j'y pense, j'ai des frissons. C'est pareil pour Atonement, dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit le film ou le roman. Ces films, j'y pense, et ces livres, c'est pareil, j'y pense, j'ai le cœur qui se serre, parce que c'est vraiment... J'adore ces personnages, je les aime profondément, mais en même temps, ce qui leur arrive à chaque fois, ça me brise le cœur. Et ça fait partie, ce roman, je l'avais lu en première année de fac, j'étais en LEA et pourtant il nous avait donné ça à lire, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en langue étrangère appliquée, mais il nous avait donné ça comme lecture cursive. Et ça fait partie des romans qui m'ont décidé à un jour venir vivre en Écosse. Me demandez pas pourquoi, parce que c'est pas non plus une partie majeure du roman, hein. En plus on est que à Édimbourg et que sur Arthur's Seat, on voit pas le reste de l'Écosse, mais ça fait partie des romans qui m'ont décidé à vivre en Écosse avec d'autres romans, avec d'autres choses, avec tout un tas d'autres raisons. C'est pas ça qui a fait que j'ai décidé de venir en Écosse, mais ça a contribué. Et effectivement, la toute première fois que je suis venue en Écosse, donc il y a maintenant 7 ans, la première chose que j'ai fait en gros, on est arrivé à l'aéroport tard le soir, le lendemain matin, à 9h, on a mis nos chaussures de rando et on était en train de monter Arthur's Seat. Et c'est toujours un endroit qui reste spécial pour moi. Il faut savoir que chaque année, le 15 juillet, il y a des gens qui se rassemblent et qui montent ensemble Arthur's Seat. En référence à ce livre. Ce jour sur le calendrier a un nom très spécial, c'est un peu comme la Saint-Glinglin, je me souviens plus du nom du saint en anglais, je vous le remettrai en bas de l'écran, mais voilà, il y a des gens qui se rassemblent en mémoire des personnages de ce livre, et je trouve ça très touchant et aussi un peu drôle que des personnages de fiction rassemblent autant de monde. C'est vraiment la preuve que ce livre, à mon avis, a touché beaucoup de monde. C'est un livre qui est plein d'humour, mais aussi extrêmement touchant. J'aime les personnages, j'adore l'écriture de David Nicholls, j'ai lu tous ses livres sauf le dernier, mais il est dans ma pile à lire, il est quelque part, bah non, il est dans ma chambre, dans ma pile à lire, et je traîne un peu à chaque fois pour les lire, parce que je sais qu'en général, je ressors le cœur un petit peu abîmé avec les David Nicholls, mais c'est toujours un plaisir d'y retourner, et rien que d'en parler, j'ai envie de relire One Day, et j'ai envie de me refaire le film. Pour l'automne, c'est parfait, je sais pas pourquoi, je trouve que ce film a un côté très, très doudou. Il y a pas mal de plans aussi, je pense à des plans particuliers où on voit Édimbourg sous la pluie, et donc forcément pour moi ça veut dire automne. Mais donc voilà, j'arrête là avec ce livre, sinon je suis encore là pour 1 heure. Mais c'en est tout pour cette première sélection de livres qui se passe du moins en partie en Écosse. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'en lire quelques-uns. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui justement qui vous font envie, ou s'il y en a que vous voulez me conseiller. Donc pour l'instant on n'est que sur les romans soit de fiction historique, soit contemporain, etc. Donc hors roman noir. Mais n'hésitez pas à m'en conseiller. N'hésitez pas à me faire des suggestions aussi pour ma vidéo sur les thrillers, parce que si je vois qu'il y en a que j'ai pas encore lu, bah je pourrais peut-être essayer de les lire pour voir si je les inclus dans mes recommandations ou non. Mais donc voilà, je vous attends en commentaire, vraiment ça me ferait très très plaisir. Vous pouvez également forcément liker la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait, recommander la chaîne à quelqu'un qui la connaît pas et à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un très très grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!